La pluie martelait le toit en tôle du bâtiment d'enchères, produisant un rythme régulier qui résonnait dans l'espace faiblement éclairé. Des hommes, aux traits burinés, le visage marqué par de nombreuses années de dur labeur, s'appuyaient contre la rambarde en bois, observant la présentation du tout dernier lot de la soirée. Là, debout sur une litière de paille humide, se trouvait un berger allemand comme Ambrose Callaway n'en avait jamais vu auparavant, non pas à cause de sa beauté, mais à cause de l'état lamentable dans lequel il se trouvait. Ses côtes saillaient sous un pelage terne et emmêlé. Une oreille restait dressée, tandis que l'autre pendait tristement, comme si l'esprit même de l'animal avait été inégalement brisé. Pourtant, dans ses yeux couleur ambre, profonds et intenses, il y avait quelque chose qui coupa le souffle d'Ambrose. De l'intelligence, de la lucidité, et autre chose encore, un secret indicible. Lot numéro 57, berger allemand, mâle, âge inconnu, pas de papier, aucune information sur son passé. Annonça d'une voix monotone le commissaire-priseur, sans la moindre once d'enthousiasme. Mise de départ à $20. Quelqu'un ? Un silence pesant tomba sur le bâtiment. Les potentiels acheteurs étaient venus chercher des chiens de travail efficaces ou de futurs animaux de compagnie. Pas une pauvre créature qui semblait n'être qu'à un seul pas de la mort. Le berger allemand, lui, demeurait immobile, le regard perdu dans un ailleurs que lui seul pouvait voir. $50, lança alors Ambrose, la voix plus assurée qu'il ne se sentait réellement. Sa main s'était levée spontanément, avant même que son esprit ait réalisé ce qu'il faisait. Quelques rires étouffés traversèrent l'assemblée. On pouvait entendre des gens murmurer « Encore un chien errant pour le vieux Callaway ?» Puis le coup de marteau tomba avec un écho rapide, adjugé vendu à M. Callaway. Ce qu'Ambrose ne pouvait pas savoir, c'est qu'avec ces deux mots simples, $50, il venait tout juste d'acquérir bien plus qu'un chien. Il venait d'acheter un témoin, un survivant, et un secret dangereux que certains hommes puissants seraient prêts à tout pour enfouir à jamais. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en précisant la ville d'où vous regardez. Découvrons maintenant la suite de l'histoire. Ambrose Callaway n'avait pas toujours été cette figure solitaire dont tout le comté de Millfield murmurait. À 62 ans, les rides creusées sur son visage racontaient autant de joie que de peine. Il avait passé 20 années dans l'unité cynophile K9 de l'armée, ce qui lui avait donné un sens du devoir, une rigueur, ainsi qu'un partenaire inoubliable, un berger allemand nommé Commander. Ils avaient servi ensemble durant 3 missions en Afghanistan jusqu'au jour où un engin explosif improvisé coûta la vie à Commander et faillit emporter Ambrose lui-même. Si les blessures physiques avaient fini par guérir, les autres cicatrices, plus profondes, ne s'étaient jamais refermées. 18 mois plus tôt, Ambrose avait perdu Sarah, sa femme depuis 30 ans emportée par un cancer. Brisé, il s'était encore plus replié dans l'isolement de Willow Creek Farm. Un terrain de 40 acres que la famille Callaway détenait depuis plusieurs générations. Tout là-bas semblait décliner. La maison se tassait sur ses fondations. La toiture de la grange avait besoin d'être refaite et les champs produisaient de moins en moins. Néanmoins, c'était encore chez lui, et récemment c'était tout ce qui lui restait. Dans le vieux pick-up rouillé d'Ambrose, le berger allemand, recroquevillé à l'arrière, ne pouvait pas être plus différent des puissants chiens militaires qu'il avait autrefois dressés. Maigre, couvert de cicatrices et sur la défensive, l'animal portait des stigmates invisibles semblables à ceux d'Ambrose lui-même. Pourtant, sous ces couches de négligence et de souffrance, le vieux soldat distingua quelque chose dans l'attitude du chien. Une forme d'entraînement antérieur. Son regard évaluait systématiquement les alentours, sa posture était mesurée. Ce n'était certainement pas un errant ordinaire, il y avait une discipline discrète, une intelligence réelle. Quoi qu'il ait pu être autrefois, ce chien avait été remarquable. Holston Kennels, pour sa part, contrastait violemment avec la modeste ferme d'Ambrose. Situé sur 200 hectares de terrain impeccable tout près de Louisville, le complexe grandiose se composait de bâtiments dernier cri pour l'entraînement et d'installations irréprochables, incarnant tout ce que l'Amérique rurale semblait être en train de perdre. Richard Holston avait bâti un véritable empire en fournissant des chiens d'élite à divers organismes gouvernementaux, sociétés de sécurité privée ou clients fortunés partout dans le monde. Ces bergers allemands se vendaient à des prix équivalents à des voitures de luxe. Dans le comté de Millfield,
La plupart des gens considéraient Holston comme un modèle de réussite locale, mais ceux qui travaillaient encore la terre chuchotaient à propos de négociations douteuses autour des droits sur l'eau, de petits fermiers contraints de vendre leurs terres et de politiciens étrangement enclins à faire plaisir au projet d'expansion du richissime Holston. Le pouvoir avait un coût, et il y avait toujours quelqu'un qui devait s'en acquitter. Le matin suivant l'enchère, Ambrose se leva bien avant l'aube, comme il le faisait depuis plus de 40 ans. Ses os, endoloris par l'âge et l'usure, protestèrent lorsqu'il enfila ses bottes de travail élimées et sa vieille veste en toile épaisse. Le berger allemand avait passé la nuit dans l'arrière-buanderie. Ambrose ne se sentait pas encore prêt à lui laisser un accès illimité à la maison. Lorsqu'il ouvrit la porte, le chien était assis, parfaitement éveillé, le regard planté dans le sien. Aucune manifestation enthousiaste, pas de jappement réclameur de nourriture, seulement une attention froide, presque analytique. « Eh ben, bonjour à toi aussi !» maugréa Ambrose en remplissant une gamelle de croquettes. Le chien s'approcha prudemment, renifla sa pitance, puis regarda à nouveau le fermier. « C'est tout ce que j'ai, tu prends ou tu laisses ?» Tandis qu'Ambrose entreprenait ses corvées matinales, nourrir les poules, inspecter la clôture, le chien le suivait à distance mesurée, assez proche pour observer mais assez loin pour ne pas être en danger. Après avoir terminé son tour, Ambrose décida d'examiner plus soigneusement son nouvel animal. La pluie de la veille avait nettoyé une partie de la crasse, révélant davantage l'état réel du berger allemand. « Approche, mon grand !» l'appela-t-il doucement en tapotant sa cuisse. Le chien hésita, puis s'avança avec une précision quasi militaire. En effleurant le corps de l'animal, Ambrose sentit l'ossature protubérante et plusieurs cicatrices anciennes sous le poil. En passant la main le long de son flanc, ses doigts s'accrochèrent sur une marque étrange dissimulée sous la fourrure emmêlée. Après avoir écarté délicatement les poils, Ambrose découvrit sur la peau un symbole qui n'était pas une cicatrice mais un fer, un cercle traversé par une flèche. « Bon sang !» murmura-t-il, surpris. Il se rappelait avoir déjà vu ce sigle sur des chiens champions décrits dans des journaux agricoles ou dans la presse locale. C'était le sceau de Holston Kennels. Ce même après-midi, tandis que le berger allemand sommeillait dans un coin ensoleillé du porche, Ambrose prit le volant pour se rendre en ville. La bibliothèque du comté de Millfield était petite, mais heureusement reliée au réseau de l'État. Avec l'aide de Mademoiselle Winters, la bibliothécaire qui le connaissait depuis l'enfance, il se plongea dans les archives numériques des journaux locaux et des revues spécialisées sur les compétitions canines. Après 3 heures de recherche, il tomba finalement sur ce qu'il cherchait. Une photographie prise 5 ans auparavant, montrant un superbe berger allemand, au port majestueux, aux côtés de Richard Holston en personne. La légende indiquait Holston's Waymaker, vainqueur du National Working Dog Championships. Le chien de la photo ne ressemblait presque plus à l'animal mal en point dormant sur le porche d'Ambrose. Néanmoins, on y distinguait la même tache blanche caractéristique sur sa poitrine, ainsi qu'une zone noire légèrement asymétrique au-dessus de son œil droit. Waymaker, murmura Ambrose, essayant le nom. Un chien de détection champion, valant des dizaines de milliers de dollars. Comment a-t-il pu finir abandonné et vendu pour $50 ? De retour à la ferme, Ambrose s'adressa au chien en utilisant ce nom, Waymaker. La réaction de l'animal fut instantanée et fit froid dans le dos. Sa tête se redressa, ses oreilles se tendirent, son corps se raidit comme s'il s'attendait à une sanction ou à un ordre sévère. Puis, en une fraction de seconde, le chien sembla se contraindre à redevenir docile, baissant le regard et reprenant la posture résignée qu'il avait au moment de la vente. « On t'a appris à cacher qui tu es, pas vrai ?» murmura Ambrose, la voix remplie d'une compassion inquiète. « Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, mon vieux ?» Cette nuit-là, un bruit dans l'arrière-buanderie tira Ambrose de son sommeil. Waymaker faisait les 100 pas geignant par instants, ses griffes cliquetant nerveusement sur le sol de bois. Ambrose le trouva blotti contre un mur, secoué de violents tremblements, le regard perdu dans un cauchemar éveillé. Le fermier reconnut aussitôt les symptômes. Des crises d'anxiété post-traumatiques comme celles dont souffraient nombre de soldats après leur retour. Et lui-même en connaissait un rayon pour l'avoir vécu dans sa propre chair. S'asseyant à même le sol, à une distance respectueuse, Ambrose parla d'une voix basse et stable pendant près d'1 heure. « Tu es en sécurité désormais, tu es à Willow Creek Farm ? Personne ne te fera de mal ici. » Finalement, la crise s'atténua. Waymaker, épuisé, s'approcha pour la première fois de lui-même, posant sa tête contre le genou de l'ancien militaire. Un minuscule progrès, certes, mais un progrès quand même.
Le lendemain, Ambrose, poussé par un pressentiment, emmena Waymaker dans un champ à l'arrière de la ferme. Il sortit une vieille balle de tennis de sa poche. Le chien la regarda sans grand intérêt jusqu'à ce qu'Ambrose exécute un geste particulier. La paume ouverte, 2 doigts tendus. Aussitôt, le comportement de Waymaker changea du tout au tout. Il prit une position de concentration maximale, le regard rivé sur la balle, chacun de ses muscles prêts à bondir. « Eh bien ça alors !» s'étonna Ambrose. Il lança la balle et Waymaker s'élança avec une précision presque surnaturelle, ramenant l'objet dans sa gueule. Une fois revenu, il ne lâcha la balle qu'après avoir reçu un autre signal de la main d'Ambrose. Un tel niveau d'obéissance dépassait tout ce que l'on attendrait d'un chien classique. Les doutes d'Ambrose furent confirmés. Waymaker était un chien de détection d'élite, sans aucun doute formé de manière très rigoureuse. Et cela ne rendait son état actuel que plus incompréhensible et révoltant. Ce soir-là, Ambrose composa un numéro qu'il n'avait plus fait depuis des années. Après 4 sonneries, une voix bourrue répondit « Qui que vous soyez, vous avez intérêt à avoir une bonne raison d'appeler Lévi, c'est Ambrose Callaway. » Un temps de pause. « Ambrose, bon sang, ça fait 10 ans, non? Qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin de ton expertise, Lévi. J'ai récupéré un chien portant la marque de Holston. Il était champion. Un certain Waymaker, ça te dit quelque chose ?» Un long silence s'ensuivit, si long qu'Ambrose crut avoir perdu la ligne. Finalement, la voix de Lévi reprit, mais tendue, soudain anxieuse. « Où es-tu ?»« Au même endroit que toujours, Willow Creek Farm. Ne dis à personne que tu as ce chien. J'arrive. Et fais attention, Ambrose. Waymaker n'est pas un simple chien. Il est censé être mort. » 2 jours plus tard, le pick-up poussiéreux de Lévi Grayson vint se garer devant la ferme d'Ambrose. Pendant ces 48 heures, le fermier n'avait pas quitté la propriété, gardant Waymaker près de lui et approfondissant son lien avec le chien à travers des exercices simples et répétitifs. L'animal avait encore peur des gestes brusques et refusait de manger tant qu'Ambrose était dans la même pièce, mais ses yeux semblaient chaque jour un peu plus vifs, comme s'il reprenait confiance. Lorsque Lévi descendit de son véhicule, Ambrose remarqua à quel point il avait vieilli. Autrefois, l'un des dresseurs canins les plus respectés de 3 États, il boitait désormais légèrement. Sa barbe poivre et sel était mal entretenue et ses yeux laissaient transparaître la lassitude d'un homme qui en avait trop vu. Les 2 hommes se serrèrent la main avec une brièveté qui en disait long sur leur passé partagé, entre camaraderie et moments où leurs routes s'étaient séparées. « Tu as une sale mine, Lévi ?» lança Ambrose. « La retraite ne réussit pas à tout le monde, » répondit-il, balayant déjà la cour du regard. « Il est où ?» Ambrose l'emmena à la grange où Waymaker était installé sur un lit de paille propre. Le chien se redressa immédiatement en voyant un inconnu. Son corps entier se tendit comme la corde d'un arc. Lévi s'immobilisa net sur le seuil, le visage blêmissant presque sous l'émotion. « Bon Dieu, c'est vraiment lui !» murmura-t-il. Il avança prudemment, s'arrêtant à quelques pas de l'animal. Puis il exécuta un geste de la main qu'Ambrose ne connaissait pas. Des doigts écartés, puis refermés en un point. La réaction de Waymaker fut fulgurante. Il se redressa, la tête haute, les oreilles pointées, le regard fixé sur Lévi, totalement concentré. « Commande d'activation », expliqua Lévi d'une voix où perçait un mélange de fierté et de tristesse. Il a été dressé pour répondre à des signaux précis, propres à certains dresseurs. Un second geste, et le chien sembla se détendre. Il se souvient de son entraînement malgré tout ce qu'ils lui ont fait, souffla Lévi. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement ?» demanda Ambrose, les poings serrés malgré lui. Lévi soupira et se passa une main fatiguée sur le visage. Waymaker était le joyau de Holston. Ses capacités de détection défiaient l'entendement, spécialement pour repérer des produits inflammables ou des traces d'accélérants après un incendie criminel. Il valait une fortune pour les compagnies d'assurance et pour les procureurs qui voulaient prouver des cas d'incendie volontaires. Et alors, pourquoi ont-ils voulu l'effacer de la carte ? Lévi baissa le regard. Parce que Waymaker a été témoin de quelque chose, il y a 5 ans, dans les chenils de Holston. Quelque chose qui le rendait trop dangereux pour rester en vie. Il fixa Ambrose d'un air grave. Il a disparu la même nuit où un employé nommé Ray Lawson est soi-disant tombé d'un grenier et s'est brisé la nuque. Accident commode. Tu penses que le chien a vu la mort de Lawson ? J'en suis sûr. Ces chiens d'élite, ils ont une mémoire phénoménale. Personne, lieu, situation. Ils peuvent devenir des témoins embarrassants. À mon avis, ils ont essayé de le reprogrammer, de le faire oublier. Et comme ça n'a pas marché,
Ils ont prévu de l'euthanasier. Quelqu'un a dû le laisser s'échapper, ou il a fugué tout seul, et il a fini affamé dans cette vente aux enchères. Pourquoi avoir fait tout ce chemin pour me dire ça en personne? Le visage de Lévi s'assombrit. Parce que Zolston a des appuis partout, et qu'il ne laisse jamais de témoins. S'il apprend que Waymaker est vivant, il enverra du monde pour le récupérer ou le supprimer. Et quiconque protège le chien s'expose. Lévi posa une main lourde sur l'épaule d'Ambrose. Tu dois décider maintenant si ce combat vaut la peine d'être mené. Parce que dès que Holston saura où se trouve Waymaker, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ambrose regarda le berger allemand, couché à quelques pas, les yeux vifs comme s'il comprenait toute la conversation. Un sentiment de détermination s'insinua en lui. Tant que je respire, il ne remettra pas les pattes sur ce chien. Lévi acquiesça. Alors on ferait bien de se préparer. Durant les 2 jours qui suivirent, Ambrose ne cessa de travailler avec Waymaker, multipliant les séances pour renforcer la confiance du chien et affiner son obéissance. L'avancée la plus marquante eut lieu lors d'un violent orage. Les fenêtres de la maison vibraient sous l'assaut du tonnerre et Ambrose retrouva Waymaker prostré dans un coin, les yeux agrandis par l'angoisse. Au lieu de le rassurer avec des mots, il s'assit tout simplement sur le plancher, à la lueur d'une vieille lampe, et ouvrit un roman de Steinbeck. Après presque 1 heure, le chien finit par ramper jusqu'à lui et coller son flanc contre sa jambe. Ambrose posa la main sur la tête de l'animal, et cette fois-ci, Waymaker ne chercha pas à se soustraire à ce contact. Le lendemain matin, le chien dormait aux côtés du lit du fermier, et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Ambrose ne s'éveilla pas dans une maison vide. Lévi, de son côté, enseignait à Ambrose comment manipuler les commandes complexes que Waymaker maîtrisait autrefois. Ils constatèrent avec émerveillement l'étendue des capacités du chien. Distinguer des odeurs infimes à des distances impressionnantes, identifier divers objets manipulés par des personnes différentes, exécuter des suites d'instructions complexes. Mais le plus stupéfiant restait son talent pour reconnaître et se souvenir des individus, ce qui expliquait la grande valeur de ce type de chien dans le milieu de la sécurité et de la police. « Regarde ça !» fit Lévi, en plaçant une rangée de bocaux en verre. Il fit renifler un morceau de tissu à Waymaker, puis donna un ordre. Le chien avança le long des récipients alignés, s'arrêta devant le 4e et adopta une posture signalant qu'il avait trouvé. Il a identifié le seul pot que j'ai touché alors même que je portais des gants. Ambrose s'apprêtait à répondre quand Waymaker soudain se raidit. Son regard se tourna vers l'allée gravillonnée devant la ferme et un grondement sourd s'échappa de sa gorge. Au même moment, ils entendirent le ronronnement d'un moteur qui s'approchait. « Planque le chien à l'intérieur !» ordonna Lévi, la voix tendue. « Vite !» Ambrose conduisit Waymaker dans la maison, l'enfermant dans la chambre, puis retourna sur le perron. 2 SUV noirs venaient de se garer, projetant encore un nuage de poussière sur la cour. Ils semblaient singulièrement déplacés dans ce décor rustique. 4 hommes sortirent des véhicules. 3 d'entre eux, à l'allure de garde du corps, scrutaient les environs, la main non loin de leur veste. Mais c'est le 4e qui attirait l'attention. Grand, élégant, costume hors de prix, cheveux argentés, et cette assurance de quelqu'un habitué à être obéi. Richard Holston comprit Ambrose en le voyant s'avancer. « Monsieur Calloway » l'appela Holston d'une voix qui portait à travers la cour. « J'espère que vous nous pardonnerez cette visite inopinée. Je m'appelle Richard Holston. » Il souriait, un sourire professionnel, calculé, qui ne révélait rien de ses véritables intentions. « Je sais qui vous êtes », répliqua Ambrose, qui n'avait pas bougé du porche. « Ma question est, qu'est-ce qui amène le grand Richard Holston dans ma modeste exploitation ?» Holston grimpa les 3 marches du perron. De près, on devinait la vivacité de son regard, les rouages d'un esprit toujours en évaluation. « J'ai appris que vous avez récemment acquis un bien qui m'appartient », expliqua-t-il d'une voix suave. « Un berger allemand provenant de mon programme d'élevage. Un prototype ancien, disons, qui n'était pas à la hauteur de nos critères. Il a disparu, et nous avons craint le pire. »« Curieux, » rétorqua Ambrose, la voix plus dure, « ce n'est pas la version que j'ai entendue. » Quelque chose passa dans le regard d'Holston, une surprise fugace. « Vraiment ? Qu'est-ce que vous avez entendu, au juste ? » « Que votre chien était un champion, disparu la nuit même où l'un de vos employés est mort dans des circonstances douteuses, et qu'il aurait dû être mort lui aussi. » Les yeux d'Holston se firent de plus froid, même si son sourire demeurait en place. « Apparemment, on vous a raconté des sottises.
La réalité est bien moins romanesque. Ce chien avait des soucis de comportement, il était instable, agressif. Nous l'avons mis à la retraite de manière tout à fait responsable, mais il s'est enfui. Je suis prêt à vous dédommager si vous me le rendez. Disons 10 000 $. Le chien n'est pas à vendre, répondit Ambrose sèchement. Le sourire d'Holston se crispa. 20 000 alors, une somme honnête pour un fermier dans votre situation. Son regard balaya la ferme délabrée pour souligner ses propos. Ambrose descendit d'un pas. « Écoutez, monsieur Holston, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous il y a 5 ans, ni pourquoi vous voulez tellement récupérer ce berger allemand. Mais je sais une chose, Waymaker reste avec moi. À moins que vous n'ayez un mandat ou un titre de propriété portant ma signature, je vous conseille de remonter dans vos belles voitures et de quitter mon terrain. » Holston le dévisagea un long instant, laissant tomber le masque de la courtoisie pour laisser paraître, juste un instant, une lueur menaçante. Puis il hocha la tête, brièvement. « Je respecte vos principes, monsieur Callaway, même s'ils sont mal avisés. » Il sortit une carte de visite de sa poche intérieure et la déposa sur la rambarde du porche. « Quand vous changerez d'avis, et vous le ferez, appelez ce numéro. Mon offre ne restera pas éternellement. » Une fois les SUV partis, Lévy sortit de l'ombre de la grange, le visage sombre. « Tu viens de te faire un ennemi de l'un des hommes les plus puissants de l'État. » Ambrose, les mains dans les poches, regarda les véhicules s'éloigner dans un nuage de poussière. « Ce n'est pas la première fois que je me retrouve en mauvaise posture. » Puis il tourna la tête vers Lévy. « Sauf que cette fois-ci, j'ai quelque chose qu'ils veulent, c'est tellement qu'ils sont prêts à mettre 20 000 $ sur la table. Reste à savoir pourquoi. » La nuit venue, la vieille maison parut encore plus vulnérable. Ambrose vérifia 2 fois les verrous, un geste qu'il n'avait pas refait depuis l'Afghanistan. Waymaker, ressentant son inquiétude, restait tout près de lui, les oreilles frémissantes au moindre bruit suspect. Lévy était reparti en promettant de se renseigner sur ce qui s'était passé réellement le soir de la mort de Ray Lawson. Ces mots résonnaient encore dans la tête d'Ambrose. « Fais attention, les gens comme Holston ne profèrent pas de menaces en l'air. Ils suppriment les problèmes. » Installé dans sa cuisine, Ambrose consulta sur l'ordinateur portable de Feu Sarah divers articles traitant des activités de Holston Kennels. On y lisait des chroniques flatteuses, vantant la philanthropie et l'ingéniosité de l'élevage, tout en saluant les contrats gouvernementaux prestigieux ou encore la médaille reçue du gouverneur après les inondations ayant ravagé une région voisine. Mais sous ses lauriers, il trouva quelques indices plus suspects. Des plaintes d'anciens employés soudain retirées, des accusations d'infractions environnementales effacées des dossiers, des petits concurrents qui avaient fermé mystérieusement. Personne n'a un dossier aussi immaculé sans y avoir mis du gros produit de nettoyage, marmonna-t-il en jetant un coup d'œil à Waymaker couché à ses pieds. Il poussa plus loin ses recherches dans les archives locales jusqu'à tomber sur une courte brève concernant la mort de Ray Lawson. L'article, très laconique, mentionnait seulement qu'un employé de 42 ans était décédé d'une chute dans les installations, classée comme accidentelle. Pas de témoignage de la famille, ni d'enquête plus poussée. Juste quelques lignes dans le journal déjà oublié. Ambrose se massa les tempes, conscient qu'il manquait sûrement une pièce essentielle. Il voulut en savoir plus sur la nécrologie de Ray Lawson. Là encore, rien ou presque. Pas de détails sur la cérémonie, aucune mention de proches hormis une fille. On aurait dit qu'on avait soigneusement effacé toutes les traces. Alors qu'il s'apprêtait à fermer l'ordinateur, un petit commentaire, posté il y a 2 ans, attira son attention sur la version en ligne de l'article. « Mon père n'est pas tombé. Ray Lawson a été tué. Je peux le prouver. C'est elle. » Aucun autre commentaire, aucun suivi. « C'est elle. Claire Lawson, la fille du défunt, » se dit Ambrose, troublé. Il réfléchissait encore à ce message quand Waymaker bondit, laissant en alerte, un grondement grave au fond de la gorge. 2 secondes plus tard, Ambrose entendit le crissement de pneus sur son gravier, puis le bruit d'un moteur qu'on coupait. Rien à voir avec l'arrivée tapageuse des SUV de Holston. Cette fois, quelqu'un venait avec prudence. Ambrose jeta un œil par la fenêtre, restant dans l'ombre. Une voiture quelconque, poussiéreuse, dont la porte conducteur s'ouvrit. Une femme en descendit. Elle paraissait dans la vingtaine avancée, les cheveux tirés en queue de cheval pratique. Pendant un instant, elle resta plantée devant la maison, scrutant les lieux. Puis, la démarche déterminée, elle s'approcha du perron. « Reste là, Waymaker », ordonna Ambrose en attrapant son fusil de chasse, chargé, mais avec la sécurité enclenchée. Il sortit sur la galerie juste au moment où l'étrangère atteignait le bas des marches.
La ferme était fermée. Je n'achète rien, je ne vends rien. La jeune femme plissa les yeux pour l'observer dans la pénombre. Monsieur Callaway, je m'appelle Claire Lawson, je pense que vous avez le chien de mon père. Ambrose eut l'impression que tout vacillait autour de lui. La présence numérique 51 était là, devant sa porte. Comment avez-vous su où me trouver ? Les enchères de la semaine dernière, la rumeur comme quoi un vieux fermier aurait acheté un berger allemand avec la marque de Holston, et surtout les questions que Richard Holston pose partout depuis. Les gens finissent par parler. Il la fixa longuement, la main serrée sur le fusil. Vous avez 2 minutes pour me prouver que vous ne bossez pas pour Holston. Claire eut un rire amer, presque blessé. Moi, travailler pour Holston. Je préférerais encore finir en enfer. Cet homme a tué mon père. Tout en parlant, elle glissa lentement la main dans sa poche et en sortit une photo, qu'elle tendit à Ambrose. C'est pour ça que je suis là. D'un pas méfiant, Ambrose descendit une marche et examina la photo sous la lumière du porche. On y voyait un Ray Lawson plus jeune, agenouillé aux côtés d'un magnifique berger allemand que l'on reconnaissait comme Waymaker à son apogée, la main de l'homme posée avec tendresse sur le chien. « Mon père était le dresseur attitré de Waymaker », expliqua Claire d'une voix voilée par l'émotion. « Ils étaient inséparables. Le soir où mon père est mort, Waymaker a disparu. Holston a soutenu que le chien s'était enfui, traumatisé par l'accident. Je n'y ai jamais cru. » Ambrose examina attentivement la détermination sur son visage, la colère mêlée de tristesse qui luisait encore dans son regard après 5 longues années. Soit elle disait la vérité, soit elle mentait à la perfection. « Entrez, dit-il enfin. Mais comprenez que je n'ai aucune raison de vous faire confiance. » À l'intérieur, la réaction de Waymaker en voyant Claire fut inattendue. Le chien, d'abord circonspect, vint la renifler avant de frotter sa tête contre sa jambe avec un gémissement discret. Claire se baissa submergée, les larmes aux yeux. « Il se souvient de toi, » commenta Ambrose. « Non, il se souvient de mon père, » corrigea Claire en reniflant. « Je n'avais pas le droit de traîner là-bas, mais papa me laissait venir de temps en temps. Holston interdisait à ses dresseurs de s'attacher trop aux chiens. » Autour d'une tasse de café, Claire expliqua ensuite une histoire infiniment plus complexe et sombre que tout ce qu'Ambrose avait pu imaginer. Ray Lawson avait travaillé 15 ans pour Holston Kennels, devenant l'un de ses meilleurs dresseurs. Waymaker était son chef-d'œuvre, un chien dont les capacités de détection frisaient le surnaturel, surtout pour repérer des traces après un incendie criminel. Papa disait que Waymaker avait un flair aussi puissant qu'une machine scientifique, mais avec ce supplément d'instinct que la technologie n'aura jamais, raconta Claire. Cette combinaison le rendait inestimable, particulièrement pour les enquêtes d'incendie volontaires. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Claire serra davantage sa tasse. 3 jours avant de mourir, mon père et Waymaker ont été appelés pour inspecter un entrepôt appartenant à Holston qui avait brûlé jusqu'aux fondations. Les assurances parlaient d'un incendie criminel, mais Holston prétendait que c'était un problème électrique. Papa ne m'a pas tout raconté, seulement qu'il avait découvert une preuve confirmant que Holston lui-même avait commandité l'incendie. Une gigantesque fraude donc, compléta Ambrose, les sourcils froncés. Exactement. L'entrepôt n'était plus rentable, mais il était assuré pour plusieurs millions. Papa comptait porter ses découvertes à la police. Il avait des preuves concrètes. 2 jours plus tard, on annonçait sa chute mortelle. Waymaker avait disparu et comme par magie, l'enquête sur l'incendie se concluait qu'il s'agissait d'un accident. Ambrose soupira, essayant d'assimiler ce puzzle. Donc, Holston aurait fait tuer ton père pour étouffer l'affaire et supprimer Waymaker parce que le chien pouvait identifier la source de l'incendie ou peut-être la personne qui avait mis le feu. Claire acquiesça. Ces chiens n'oublient jamais une odeur. S'il a déjà reconnu la signature olfactive d'un accélérant, il la reconnaîtra toujours. Idem pour le pyromane. En somme, Waymaker était à la fois un indice et un témoin. Les éléments s'emboîtaient plutôt bien, mais il restait un point que Ambrose ne comprenait pas. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir abattu sur le champ ? Comment a-t-il survécu au point d'atterrir dans cette vente aux enchères ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'un employé a eu pitié ou qu'il s'est enfui tout seul. Ce chien est incroyablement intelligent. Tout ce que je sais, c'est que depuis 5 ans, je cherche à savoir ce qui est réellement arrivé à mon père et je n'ai fait que me heurter à des murs, jusqu'à maintenant. Alors tu espères trouver quoi en venant ici ? Les yeux de Claire semblèrent refléter une détermination profonde. La justice, simplement. Et maintenant qu'il y a Waymaker, peut-être que je peux enfin prouver ce que Holston a fait.
Avant qu'Ambrose ne puisse répondre, son téléphone se mit à sonner. L'écran affichait Lévi. Il décrocha en le passant en haut-parleur. « Ambrose, écoute-moi bien », dit Lévi d'une voix nerveuse. « J'ai fouillé un peu concernant Ray Lawson. Je l'ai en face de moi, ou plutôt sa fille », interrompit Ambrose. Un silence, puis Lévi reprit. « Alors je vais faire court. Holston a déposé une plainte, arguant que Waymaker est un bien volé. Il a obtenu une injonction. Le shérif vient demain pour te le confisquer. » Le visage de Claire blêmit. « Ils ne peuvent pas ?»« Ils peuvent », répliqua Lévi. « Holston a un juge dans sa poche. Une fois que Waymaker sera saisi officiellement, on trouvera bien un accident pour s'en débarrasser définitivement. » Une froide détermination envahit Ambrose. « Dans ce cas, on a jusqu'à demain matin pour trouver une solution. Ramène-toi, Lévi, on a besoin de tout le monde. » 1 heure plus tard, Lévi arriva. Tous trois se retrouvèrent autour de la table d'Ambrose, où Claire avait étalé divers documents accumulés en 5 ans, photos, rapports, notes d'interview d'anciens employés de Holston trop effrayés pour témoigner officiellement. « Le problème, expliqua Claire, la voix tendue, c'est que je n'ai jamais eu assez de preuves tangibles pour forcer la police à rouvrir le dossier. Holston est trop protégé. Et l'élément clé sur l'incendie dont parlait ton père, demanda Ambrose, jamais retrouvé. Il disait le détenir, mais s'il l'a caché quelque part, c'est mort avec lui. » Elle jeta un coup d'œil à Waymaker, assis à ses pieds. « À moins que... » Lévi remarqua son regard. « À moins que quoi ?»« À moins qu'il ait dissimulé la preuve avec Waymaker. Papa disait toujours que le meilleur endroit pour cacher un objet, c'est de le confier à un chien dressé pour retrouver des choses. Un parfait camouflage ambulant. » Ils examinèrent Waymaker sous toutes les coutures. Pas de collier modifié, pas de compartiment secret dans sa veste d'entraînement. Rien. Lévi fit remarquer que si quelque chose avait existé, les gens de Holston l'auraient déjà découvert avant de laisser le chien s'échapper. Claire n'en démordait pas. Si Ray avait utilisé un ordre particulier, Waymaker ne le livrerait peut-être qu'à un dresseur précis ou sous certaines conditions. Toute la nuit, ils essayèrent divers stimuli, divers signaux connus de Claire. En vain. Lorsque l'aube teinta le ciel de rose, la fatigue se lisait sur leurs visages. Claire sortit respirer un peu d'air frais, laissant Lévi et Ambrose seuls. « Tu la crois ?» demanda Lévi à voix basse. « En grande partie, oui. Les dates et les faits collent. Elle sait des choses sur Waymaker qu'elle n'a pas pu inventer. Mais comment s'est-il retrouvé dans cette fichue vente? Il manque encore un morceau au puzzle. » « Ou alors, on fantasme, » suggéra Lévi. « Peut-être qu'il n'y a pas de preuves cachées. Peut-être que Holston veut juste éliminer un dernier lien avec le meurtre qu'il a commis. » Ambrose regarda par la fenêtre Claire, agenouillée près du chien, en train de lui parler d'une voix douce. « Mon instinct me dit que l'histoire est encore plus compliquée que ça. » Lévi consulta sa montre. « Le shérif viendra vers 9 heures. D'ici 7 heures, ils commenceront sûrement à patrouiller la route. Si tu prévois de dissimuler le chien, c'est maintenant ou jamais. »« Je ne compte pas me cacher, » répondit Ambrose d'un ton sec. « Si Holston veut ce chien, il va devoir me passer sur le corps. » Lévi soutint son regard. « C'est pas l'Afghanistan, vieux. Tu n'as plus ton escouade ni ton fusil de précision. C'est juste un fermier contre un homme qui peut s'offrir une armée de mercenaires. »« J'ai déjà connu pire, » grogna Ambrose. Lévi resta silencieux, comme s'il avait voulu dire autre chose, mais s'en était abstenu. C'est alors que Claire fit irruption, le visage rouge d'excitation. « Je crois savoir, le médaillon de Waymaker, celui qu'il portait à l'entraînement, papa disait qu'il était en argent massif, parce que son chien méritait ce qu'il y avait de meilleur. Il en a un? Quand je l'ai trouvé, il n'avait aucun collier. Alors il est forcément resté au chenil. Papa devait y avoir planqué quelque chose, ça expliquerait pourquoi il disait que la preuve était littéralement pendue au cou du champion de Holston. » Lévi demeura sceptique. « Ça fait une belle théorie, mais sans ce médaillon, on ne prouvera rien. »« Au moins, ça nous donne une piste, » rétorqua Claire. « Il faut qu'on aille à Holston Kennels. »« Tu plaisantes ? C'est une forteresse de haute sécurité, tenue par un type qui veut déjà vous faire accuser de vol et de recel. Vous vous apprêtez à un vrai suicide. On n'a pas besoin de s'y introduire par effraction, » décréta Claire d'un air décidé. « On peut y aller officiellement, en jouant la carte de la bonne foi et en donnant à Holston exactement ce qu'il réclame. » À l'aube, dans les teintes dorées du soleil levant, ils mirent au point un plan aussi désespéré que dangereux, misant sur l'arrogance prévisible de Holston et les délais de la venue du shérif. Les risques étaient énormes, mais il n'avait pas d'autre choix. « Tu es sûr de toi ?» lui demanda Ambrose avant qu'elle ne prenne son téléphone pour passer un appel décisif. Claire hocha la tête, la mâchoire contractée. « Oui,
Mon père a sacrifié sa vie pour révéler la vérité. Je ne vais pas laisser passer cette chance. Ambrose se tourna vers Lévi, inhabituellement silencieux. Et toi, tu en es ? Lévi eut un bref instant d'hésitation. Finalement, il acquiesça. Oui, quelqu'un doit te couvrir. Ils se préparèrent. Ambrose s'agenouilla près de Waymaker et croisa son regard comme s'il s'adressait à un compagnon d'armes. C'est l'heure de finir ce que ton premier maître avait commencé. On va faire payer ceux qui ont fait ça à Ray. Le chien soutint son regard, l'air sérieux et conscient, comme s'il comprenait que ces mots, Waymaker les attendait depuis 5 ans. Une fois le soleil bien levé, Claire se posta sur le porche et saisit la carte de visite d'Holston. Elle composa le numéro, les mains légèrement tremblantes. La sonnerie retentit à peine 2 fois avant qu'une voix ne réponde. « Monsieur Holston, ici Claire Lawson, la fille de Ray Lawson. » Elle parlait d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir ferme, malgré la peur qui lui tordait l'estomac. « Je crois comprendre que vous cherchez un berger allemand qui aurait appartenu à vos chenils. Eh bien, je l'ai, et je suis prête à vous l'apporter aujourd'hui, à certaines conditions. » Un silence, puis la voix trop douce d'Holston. « Mademoiselle Lawson, je dois dire que je suis surpris de votre appel. J'ai Waymaker, le coupa Claire, et je suis prête à le remettre entre vos mains ce midi. Si vous me laissez voir où mon père travaillait, récupérer ses affaires personnelles, et si vous abandonnez toute poursuite contre Ambrose Calloway. » Un nouveau silence, tendu. « C'est une demande inhabituelle, mademoiselle Lawson. Pas tant que ça. Je vous rends ce que vous voulez, en échange de quelques formalités me permettant d'obtenir un semblant de clôture. Sauf si, bien sûr, vous avez des raisons de me refuser l'accès à vos installations. » « Certainement pas, » répondit Holston d'un ton faussement jovial. « Votre père était un employé de grande valeur. Sa disparition est un triste accident dont nous avons tous souffert. Je serais ravi de vous faire visiter les lieux où il travaillait. Que diriez-vous de midi ? Ma sécurité sera prévenue de votre arrivée. »« Parfait, j'y serai. » Elle raccrocha en inspirant profondément. À l'intérieur, Ambrose et Lévi ajustèrent les derniers détails. Claire conduirait Waymaker à Holston Kennels, occupant suffisamment Holston pour laisser le champ libre à Ambrose, qui, muni de la carte d'accès de Ray jamais restituée, se faufilerait par une entrée de service. Son objectif ? Récupérer le fameux médaillon et, qui sait, une preuve enfouie depuis 5 ans. « Moi je resterai près de la route », ajouta Lévi en regardant nerveusement son portable. « Si l'un de vous déclenche notre signal d'urgence, j'alerte tous mes contacts dans la police. On fera ce qu'on peut. » Ambrose se pencha sur les plans et photos satellites du domaine de Holston. 200 hectares entretenus méticuleusement, des bâtiments dernier cri, des chiens d'élite et un propriétaire prêt à tout. « Es-tu vraiment prête à l'affronter ?» demanda-t-il à Claire préoccupée. Une fois à l'intérieur avec Waymaker, on ignore ce dont Holston est capable. Claire posa un regard ferme sur lui. « Ça fait 5 ans que j'attends ce moment. Je n'ai plus peur de Holston. » Ambrose respecta son courage même si une crainte sourde lui serrait la poitrine. « Très bien. Lévi, tu es sûr pour l'entrée de service ?» Lévi hocha la tête. Caméra à angle mort, clavier numérique dont il ne change presque jamais le code. Mais si tu te fais pincer, Holston t'accusera d'effraction, ou pire. J'en ai conscience. Chacun partit dans son véhicule. Claire en tête, avec Waymaker dans le coffre pour être vu dès son arrivée au poste de sécurité. Ambrose la suivit de loin à bord de son antique pick-up tandis que Lévi emprunta une autre route. Le trajet dura presque 1 heure reliant les fermes modestes de Millfield County au portail cossu de l'Empire Holston. Vu de l'extérieur, Holston Kennels était un somptueux domaine. Un bâtiment principal semblable à un siège de société huppé et des clôtures surveillées dissuadant les intrusions. Conformément au plan, Claire s'annonça au poste. Le garde vérifia brièvement son identité, téléphona au bâtiment principal, puis lui donna l'accès. Ambrose, lui, se dissimula derrière un petit bosquet à bonne distance, attendant un quart d'heure avant de se diriger vers l'est du domaine, là où se trouvait la route de service. Il portait une tenue de maintenance, une combinaison bleu sombre sans logo, un déguisement assez générique pour passer inaperçu. Le clavier de la porte de service était bien là, avec une caméra qui couvrait seulement un angle partiel. Ambrose s'approcha tête baissée, composa le code que Lévi lui avait donné. Un voyant vert s'alluma, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit un couloir bétonné, austère, en contraste total avec la façade luxueuse. Il s'orienta grâce au croquis de Claire visant l'aile administrative où se trouvait le bureau de Holston et les archives. Pendant ce temps,
Claire, accompagnée par un vigile, franchissait l'entrée principale. Un vaste hall lumineux orné de trophées, de photos de champions canins et de distinctions officielles. Waymaker restait près d'elle, scrutant les couloirs, les gens, l'atmosphère. Il semblait reconnaître des odeurs ou des sons, mais restait parfaitement obéissant. Dans ce hall, Richard Holston lui-même l'attendait vêtu d'un costume gris impeccable. Son sourire d'apparat ne cachait pas un certain trouble lorsqu'il posa les yeux sur Waymaker, un trouble qui n'échappa pas à Claire. « Mademoiselle Lawson, je vous remercie d'être venue, et voici donc Waymaker, si je ne m'abuse ?» Il fallait un œil averti pour surprendre la brièveté de la crispation qui traversa le visage de Holston quand il reconnut son ancien champion. Il se ressaisit vite, reprenant son ton mielleux. « Nous avons eu tant de chiens exceptionnels au fil des ans. Mais oui, je vois bien sa marque caractéristique. Il était remarquable à l'époque. Il l'est toujours, corrigea Claire sans masquer son hostilité. Simplement plus âgé et plus sage. Holston, nullement démonté, l'invita à le suivre dans un couloir. Permettez-moi de vous faire visiter les installations où votre père travaillait. Nous discuterons ensuite de la remise du chien. Sa voix demeurait polie, mais Claire sentait une urgence mal contenue. Holston désirait récupérer Waymaker rapidement. Elle le laissa donc guider la visite, restant tout de même sur ses gardes. Dans son blouson, un petit enregistreur audio tournait discrètement. Elle ne comptait pas sortir d'ici les mains vides. Ambrose avançait prudemment dans l'aile administrative, franchissant un couloir après l'autre, où régnait un silence et un ordre presque clinique. Il passa devant plusieurs bureaux fermés sans croiser personne. La plupart des employés de Holston devaient être sur le terrain, occupés avec les chiens ou dispersés dans d'autres bâtiments. Selon les notes de Claire, le bureau privé de Holston se trouvait au bout du couloir, dans un coin qui offrait une vue panoramique sur les enclos et les zones d'entraînement. Mais avant d'y jeter un œil, Ambrose souhaitait vérifier un endroit précis, la salle d'archives et de stockage, où l'on conservait les dossiers des employés et le matériel plus ancien. Il découvrit la pièce en question sécurisée par une porte sobre. Il essaya discrètement la carte de Ray Lawson qu'il avait sur lui. À sa grande satisfaction, la diode clignota en vert et le pen s'ouvrit dans un clic léger. Ambrose pénétra dans une vaste salle où régnait un ordre méticuleux. Les étagères croulaient sous les classeurs, boîtes et pochettes, rangées par année et par catégorie. Au fond, un espace un peu plus exigu regroupait des équipements pour chiens. Harnais, muselières, laisses, etc. étiquetés et alignés. Concentré, Ambrose parcourut les rangées, à la recherche de l'emplacement signalé comme « matériel de dresseur ». Il finit par remarquer une section consacrée aux archives de l'année de la mort de Ray Lawson 5 ans plus tôt. Des boîtes y portaient des étiquettes ternies par le temps, avec des noms de dresseurs passés et présents. Enfin, il mit la main sur un carton marqué « Lawson Air » en caractères légèrement délavés. Avec précaution, il le sortit et le posa sur une table voisine. À l'intérieur, il découvrit quelques effets personnels, un mug ébréché, un petit manuel technique à noter, des gants usés. Il tomba aussi sur quelques photos familiales, montrant Ray avec sa fille plus jeune, souriante, un chien, peut-être Waymaker, bondissant en arrière-plan. Puis, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait le trésor qu'il cherchait. La fameuse médaille, ou plaque d'identification, gravée au nom de Waymaker et estampillée du blason de Holston Kennels. Elle était plate, argentée, avec des bords poliment arrondis, l'objet paraissait légèrement plus épais qu'un simple disque décoratif. Ambrose en déduisit que c'était probablement là où Ray Lawson avait caché une preuve, un dispositif ou un indice. Il tenta de l'inspecter de plus près, mais n'aperçut aucune ouverture flagrante ou charnière. Peut-être s'agissait-il d'un compartiment miniature, scellé, inaccessible, sans un outillage adapté. Néanmoins, il enroula le médaillon dans un chiffon propre et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Le seul fait d'avoir récupéré cet objet était déjà un pas de géant. Il s'apprêtait à refermer le carton quand la porte s'ouvrit brusquement. Ambrose se figea, un frisson lui parcourant l'échine. Un homme d'une trentaine d'années, portant des vêtements coûteux mais décontractés, entra. Il semblait plus surpris qu'hostile au premier abord. « Qui êtes-vous » demanda l'inconnu sur un ton sec. Ambrose improvisa. « Maintenance. On m'a demandé de vérifier l'inventaire. On a signalé un problème dans les stocks, alors je... » Le regard de l'homme se plissa méfiant. « La maintenance n'a pas accès à cette zone. » Il sortit aussitôt son téléphone. « Je vais appeler la sécurité. » Sans réfléchir, Ambrose bondit pour l'en empêcher.
D'un mouvement sec, il lui saisit le poignet et le tordit, essayant de ne pas lui faire trop mal, mais suffisamment pour l'inciter à lâcher l'appareil. L'autre se débattit, les deux hommes luttant quelques secondes entre les rangées de boîtes. Finalement, Ambrose réussit à plaquer l'inconnu contre le mur, l'avant-bras en travers de la poitrine. « Calme-toi, fiston, je ne veux blesser personne, mais je ne peux pas me permettre qu'on me surprenne. » Le visage de l'homme se crispa de rage. « Vous êtes en train de commettre une effraction. Vous savez ce que mon père va faire quand... » Ambrose réalisa instantanément. « Ton père, c'est Holston. Tu es Joshua Holston. » La ressemblance lui sautait aux yeux maintenant qu'il y pensait. La ligne de la mâchoire, les mêmes yeux gris. Joshua dévisagea Ambrose, son agressivité marquant un temps d'arrêt. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Parce que j'enquête sur la mort de Ray Lawson, » dit Ambrose, espérant frapper juste. « Et aussi sur Waymaker, le chien que ton père voulait faire disparaître. » Le visage de Joshua se décomposa un instant. Ambrose y eut une panique mêlée de honte. « Vous ne savez rien, » articula-t-il, mais sans conviction. « Si, je commence à savoir beaucoup de choses. Par exemple que cette histoire remonte à 5 ans. » C'est alors que le téléphone d'Ambrose vibra dans sa poche, un message d'urgence en provenance de Claire. Quelque chose avait mal tourné pendant sa partie du plan. Il devait la rejoindre au plus vite. Luttant contre l'envie d'interroger davantage Joshua, il jeta un coup d'œil anxieux à la sortie. « Écoute mon garçon, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais je crois que tu sais parfaitement ce qui est arrivé à Ray Lawson, et je parie que tu as des raisons de craindre ton père autant que nous. Si tu me dénonces, je suis fichu, mais tu seras également enfoncé encore plus dans ces magouilles. » Le dilemme peignit sur le visage de Joshua une expression tourmentée. « Allez, fiston, » insista Ambrose, « laisse-moi faire ce que j'ai à faire, et je te promets qu'on fera la lumière sur cette tragédie. » Le téléphone d'Ambrose vibra une seconde fois, plus fort, signe que Claire venait de renouveler l'alerte. Serrant les dents, il libéra Joshua d'une pression sur l'épaule, puis s'éloigna en courant. Avant de sortir, il hasarda un dernier regard vers le jeune homme, constatant qu'il n'avait pas bougé. Le regard perdu. L'angoisse ou la culpabilité semblait le paralyser. Dans la section « détection olfactive » du complexe, Claire suivait toujours Holston d'un pas calculé, Waymaker marchant à sa gauche. Ils étaient passés devant divers équipements high-tech, des salles dotées de capteurs pour simuler des situations réelles de recherche de stupéfiants ou d'explosifs. Rien n'avait déclenché chez le chien de réaction particulière jusqu'à ce qu'ils atteignent une pièce pleine de placards métalliques étiquetés pour le stockage de substances utilisées dans l'entraînement. Waymaker soudain se planta net. Son museau se mit à renifler intensément près d'un des meubles bas, comme s'il captait quelque chose de familier et d'important. Claire sentit son cœur accélérer. « Holston, qu'est-ce que vous gardez dans ce placard ?» demanda-t-elle avec la ferme intention de le prendre de court. Probablement des échantillons d'accélérants pour l'entraînement. Ce n'est pas un endroit pour vous. Il s'interposa, comme pour l'empêcher d'approcher davantage. La tension monta d'un cran dans l'air. Waymaker a repéré quelque chose, insista Claire. Il ne réagirait pas comme ça pour rien. Holston rit, mais le son était forcé. Le chien est perturbé, c'est tout. Il a côtoyé cet environnement par le passé. Laissez-moi vous montrer plutôt nos installations extérieures. Claire tenta de contourner Holston pour ouvrir le placard, mais il la saisit brusquement par le poignet. Son sourire avait disparu. Ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. « Je crois que cette visite a assez duré, mademoiselle Lawson. Il est temps de parler de la restitution du chien. » Son ton, glacial, ne laissait planer aucun doute sur ses intentions. Waymaker, dès qu'il perçut l'agressivité de l'homme envers Claire, se plaça devant elle, un grondement menaçant résonnant dans sa gorge. Derrière la porte, on entendit alors des bruits de pas qui se rapprochaient. Probablement la sécurité appelée par Holston ou alertée par quelques dispositifs. Claire jeta un regard furtif en direction du couloir. La situation se corsait très sérieusement. « Holston, qu'est-ce que vous faites ?» articula-t-elle d'une voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait souhaité. Holston esquissa un rictus. « Je mets fin à cette mise en scène, une femme instable qui s'introduit sur ma propriété avec un chien agressif. Le tout terminera en accident tragique. Légitime défense, vous comprenez ?» D'un geste lent, il sortit un petit pistolet de la poche intérieure de sa veste. Claire sentit son sang se glacer. « Vous n'allez pas oser tirer ici, en plein milieu de vos installations. Vous croyez que personne ne fera le lien ? Vous sous-estimez ma capacité à effacer les traces. Je l'ai déjà fait auparavant. » Waymaker grogna plus fort, prêt à bondir, alors que Claire, le cœur battant à tout rompre, réalisait à quel point elle était proche du danger.
Soudain, la porte de la salle s'ouvrit à la volée. Ambrose apparut, fonçant droit sur Holston. Le choc entre les deux hommes fut brutal. Le pistolet échappa à l'étreinte d'Holston, glissa au sol et se retrouva sous une table métallique. Claire, sans perdre une seconde, s'en empara et le mit hors de portée. Holston au sol tentait de repousser Ambrose, usant d'une force inattendue pour un homme de son âge. Leurs corps s'entrechoquaient contre les équipements, renversant un chariot plein d'accessoires d'entraînement. Waymaker, entendant le tumulte, aboya incertain, ne sachant pas si un autre ennemi se trouvait à proximité. Claire, elle, cherchait un moyen de s'échapper avant que la sécurité ne débarque en masse. C'est à cet instant qu'un nouvel individu apparut dans l'encadrement de la porte. Claire s'attendait à un agent de sécurité, mais découvrit Joshua Holston, le visage pâle. « Arrêtez !» hurla-t-il. « C'en est assez, plus un geste !» Malgré la confusion générale, tout le monde eut un instant de flottement. Richard Holston, plaqué au sol par Ambrose, se tordit le cou pour regarder son fils. « Joshua, amène la sécurité. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu me vois me faire agresser et tu restes planté là ?» Joshua, les mains tremblantes, leva un regard tourmenté vers Claire et Waymaker, puis ses yeux se posèrent à nouveau sur son père. « Papa, je ne peux plus continuer à mentir. » Le souffle de Holston sembla se suspendre. Même Ambrose sentit la crispation de l'homme se relâcher d'un millimètre. Joshua déglutit et, la voix brisée, lâcha « C'est moi qui ai mis le feu à l'entrepôt. C'était pour l'assurance de tu me l'avais demandé, tu prétendais que c'était la seule façon de sauver l'entreprise. Ray Lawson, il nous a surpris. On s'est disputé, je l'ai poussé, il est tombé de la mezzanine et s'est brisé la nuque. Je n'ai jamais voulu, les mots se bloquèrent dans sa gorge. Une confession si longtemps gardée secret jaillissait finalement en pleine lumière. Claire resta bouche bée. Richard Holston, lui, se débattit pour tenter de se relever, mais Ambrose redoubla de pression. « Joshua, tais-toi, espèce d'imbécile !» persifla Richard, le visage rouge de fureur et d'angoisse. « Tu viens de condamner toute la famille en avouant ça. » Joshua secoua la tête, incapable de soutenir le regard de son père. « Ray n'était pas ivre, pas dépressif. C'est moi le responsable. Tu m'as ordonné de faire disparaître le chien aussi, mais je n'ai pas pu. Je l'ai juste abandonné loin d'ici, je ne pouvais pas le tuer. » Le silence retomba, aussi lourd qu'un bloc de ciment. Seul le souffle haletant d'Holston se faisait entendre. Claire, bouleversée, ferma les yeux une seconde, se souvenant de ses années passées à tenter de nettoyer la réputation de son père, de ses vaines supplications pour qu'on rouvre l'enquête. Elle était confrontée à la vérité brutale qui la laissait vide, au lieu de l'apaiser. Des bruits de pas précipités annonçaient enfin l'arrivée de la sécurité. Une poignée d'hommes pénétrèrent dans la salle, armes à la ceinture. Leur chef, ne comprenant rien à la scène, hésita, l'arme presque dégainée. Il voyait son patron à terre, son fils planté au milieu, la fille Lawson tenant un pistolet et un ancien militaire retenant Holston de force. « Du calme !» ordonna Claire, jetant un regard suppliant à Ambrose. « Tout le monde se calme. » Waymaker, campé près d'elle, sentait la tension. Personne n'osait vraiment tirer car la situation était trop confuse. Joshua, la gorge serrée, s'approcha des agents de sécurité. « Posez vos armes, s'il vous plaît. Il y a eu assez de violence. » Les hommes échangèrent un regard incertain. Leur patron, Richard Holston, était cloué au sol et ne pouvait pas leur donner d'ordre direct. Joshua semblait sur le point de s'effondrer, mentalement et physiquement. Finalement, le responsable de la sécurité fit un signe et ses subordonnés rengainèrent, l'air décontenancé. « Appelez la police et le shérif, dit Ambrose, tout en desserrant légèrement sa prise. Monsieur Holston a des comptes à rendre et ce jeune homme vient de faire des aveux sérieux. » En quelques secondes, le groupe d'agents évalua la situation. Puis certains sortirent pour passer des appels. Toute l'agitation retomba comme si l'on assistait au point culminant d'une tragédie trop longtemps tue. Sous l'emprise de la colère, Holston essaya encore de s'en prendre à Ambrose, mais ce dernier l'envoya rouler sur le côté, l'éloignant du pistolet. Waymaker, prêt à intervenir, aboya pour intimider Holston si jamais il faisait mine de s'approcher de Claire. Les heures qui suivirent furent une véritable tornade médiatique et judiciaire. La police débarqua, prête à arrêter Claire pour intrusion, jusqu'à ce que le procureur adjoint en personne se déplace, alerté par les preuves et les confessions inattendues. Rapidement, les accusations de meurtre, d'incendie criminel et de fraude à l'assurance vinrent s'ajouter au dossier. Il fallut plusieurs dépositions, et Joshua, brisé, raconta tout ce qu'il savait, détail après détail. Bien sûr, les avocats de Holston n'allaient pas se laisser faire.
Ils tentèrent de plaider l'innocence totale du père, de minimiser le rôle de Joshua, d'accuser Claire et Ambrose d'avoir forcé les aveux. Mais une fois la machine judiciaire en branle, la richesse et l'influence de Holston se révélèrent bien moins efficaces que par le passé. Trop de choses s'accumulaient, les écoutes, les documents dissimulés, la mort de Ray Lawson, l'abandon suspect du chien champion, les enregistrements de Claire depuis son arrivée, et surtout, la confession du fils. Ambrose, de son côté, remit aux enquêteurs la médaille de Waymaker, ce disque d'argent contenant, comme on l'apprendrait plus tard, un minuscule circuit électronique renfermant des enregistrements audio que Ray Lawson avait eu la prudence de dupliciter. Y figurait la voix d'Holston discutant clairement de l'incendie volontaire ainsi que des sommes à gagner en prime d'assurance. Au même instant, on découvrit dans l'entrepôt d'autres traces de produits incendiaires. Tout coïncidait. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, le temps que l'affaire se déploie devant la justice. Dans la salle d'audience du comté, bourrée de journalistes, d'avocats et de simples curieux, Holston comparut pour la première fois, menotté, le regard toujours arrogant, bien que défiguré par la rage. Joshua, coopérant, bénéficia d'un accord limitant sa peine, à condition de témoigner contre son père, d'avouer sans détour son rôle dans la mort de Ray Lawson. Le comté entier, et bientôt l'État, se passionnèrent tôt pour ce scandale. L'homme d'affaires prospère, jadis philanthrope adulé, désormais traîné en justice pour homicide et corruption. La vidéo de l'arrestation fit le tour des stations de télévision locales, puis nationales. Pendant ces procédures interminables, Claire n'était pas épargnée. Le dossier d'une ancienne tentative d'incendie volontaire commise 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait cherché à s'introduire dans les chenils, refit surface. Lévy, craignant pour sa propre peau, avait évoqué cet incident auprès des autorités. Claire dut plaider coupable de dommages à la propriété, bien que mineure, en échange d'un allègement de sentence. Elle s'en tira avec des travaux d'intérêt général, une liberté conditionnelle stricte. Mais elle resta impliquée dans l'affaire principale en tant que témoin majeur, fournissant des preuves expliquant comment son père avait découvert la fraude de Holston. Son témoignage avait aussi révélé qu'elle était, par la naissance, la fille illégitime de Richard Holston. Un fait qui rendit l'affaire encore plus sensationnelle aux yeux de la presse. Quant à Waymaker, il fut placé en statut spécial, à la fois comme pièce à conviction et comme chien de service dont la retraite devait être protégée. Sur requête d'Ambrose et de Claire, un juge accepta que Waymaker réside à Willow Creek Farm à condition que le chien soit disponible si besoin pour toute reconstitution. On lui confectionna un harnais marqué « Service Dog, Evidence » pour formaliser cette curiosité légale. Un animal doué d'une mémoire olfactive hors du commun, qui avait survécu à 5 ans de persécution avant de livrer au grand jour ce qu'il savait. 3 mois plus tard, le tribunal fut enfin prêt à entamer la phase préliminaire du procès. Holston, devenu le symbole d'un entrepreneur sans scrupules, était cerné de toutes parts. Ses avoirs, gelés, ses amis influents, soudain distants, ses soutiens politiques, disparus. Et au milieu de ce fiasco, Ambrose se retrouvait régulièrement convoqué pour témoigner sur la façon dont il avait découvert Waymaker, comment il avait établi la connexion entre le chien maltraité et l'illustre champion disparu. De retour à Willow Creek Farm, la vie changeait elle aussi. Les champs, toujours aussi pauvres, avaient toutefois bénéficié d'un élan de solidarité inattendu. Des habitants, qui au début prenaient Ambrose pour un excentrique, étaient venus l'épauler, réparer la grange, offrir un coup de main pour réparer la toiture. Une aide modeste mais sincère. Un programme local de soutien aux anciens militaires, impressionné par l'initiative d'Ambrose envers un chien traumatisé, lui proposa une subvention pour accueillir temporairement d'autres chiens de travail mis à la retraite, des chiens policiers trop vieux ou blessés, des chiens d'unité militaire n'ayant plus de foyer. Ambrose hésita, conscient de l'ampleur de la tâche, mais finit par accepter. Petit à petit, Willow Creek Farm se mua en un refuge spécialisé où des canidés usés par des années de service trouvaient repos, soins et affection. Claire, assignée à résidence surveillée dans le comté, passa une grande partie de ses heures de service communautaire à la ferme. Les tensions avec Ambrose mirent du temps à s'apaiser car il avait, à juste titre, l'impression d'avoir été manipulé au début. Mais le quotidien, marqué par la prise en charge des chiens, permit un rapprochement. Claire utilisait ses connaissances pour dénicher d'autres animaux abandonnés après avoir servi.
Elle passait des appels, effectuait des allers-retours pour récupérer un vieux malinois, un berger allemand arthritique ou un labrador anxieux. Au fil des semaines, une forme de routine chaleureuse s'installa. Il faisait des tours de terrain pour vérifier que les vieux chiens ne s'égaraient pas, y préparaient la nourriture ensemble, écoutaient de la musique sur le vieux poste radio de Sarah. D'une certaine façon, Claire retrouvait enfin une famille, même si elle n'aurait jamais imaginé de tels liens dans ces circonstances. Pendant ce temps, Waymaker s'épanouissait. Son pelage terne et crasseux avait laissé place à un poil plus soyeux, presque lustré. Les côtes, jadis saillantes, disparaissaient sous une musculature de chien actif et bien nourri. Bien qu'il eût vécu un enfer, il retrouvait lentement la confiance. Lors des promenades, il se montrait attentif, mais détendu, acceptait les caresses des bénévoles de la ferme. Il gardait néanmoins un sérieux et une dignité particulière, comme s'il n'oubliait pas ce qu'il avait traversé. 3 mois plus tard, un rendez-vous critique survint au palais de justice. Holston, menacé par un acte d'accusation, négociait par tous les moyens. Dans l'audience, la tension était palpable. Les journalistes affluaient, attirés par le scandale impliquant un notable si puissant. Ambrose, assis au fond de la salle, gardait Waymaker couché près de ses pieds, muni de son harnais autorisant sa présence. Le chien observait les alentours, impassible. Le procureur de district remercia publiquement Ambrose, Claire et Waymaker pour leur rôle dans l'affaire. Sans eux, aucune preuve tangible n'aurait peut-être été récupérée à temps. À la fin de l'audience, le juge conclut que l'accumulation des éléments justifiait un renvoi vers un procès pénal, rejetant les requêtes d'annulation des avocats de Holston. Les médias, tapis dans les couloirs, immortalisèrent Holston sortant encadré d'agents. D'autres clichés inondèrent les réseaux. On y voyait Claire serrant la main d'un officier, Ambrose tenant Waymaker l'air grave. Sur le chemin du retour, Ambrose se sentit épuisé. Mais il n'était pas question de lâcher, car Willow Creek Farm l'attendait, tout comme Claire et les pensionnaires canins qui avaient besoin de lui. Ce soir-là, le vieux fermier s'accorda un instant de tranquillité sur son porche, regardant le soleil couler lentement sur les champs. Waymaker était là, assis, le museau levé, humant l'air du crépuscule. Claire, à l'intérieur, rangeait quelques factures, essayant de mettre de l'ordre dans la paperasse. Malgré toute l'agitation, l'ambiance de la ferme restait paisible, presque apaisante. Le grincement de la porte annonça l'arrivée de Lévi. Il n'avait plus trop montré le bout de son nez depuis l'arrestation de Holston, sachant bien qu'il avait joué un rôle ambigu dans cette histoire. L'ancien dresseur s'approcha, se rasseyant sur la vieille balancelle. « T'en as fait du chemin, Callaway » souffla-t-il. « Et ce chien, il a l'air heureux maintenant. » Ambrose acquiesça, le regard posé sur Waymaker. « Oui, lui, il a fait plus que je ne pourrais jamais le remercier. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'on découvre la vérité, tout comme Ray Lawson l'avait programmé, en quelque sorte. » Le silence s'installa. Finalement, Lévi leva un regard prudent vers Ambrose. « Écoute, je tenais à m'excuser, j'ai couvert des choses dont je ne suis pas fier. Quand j'ai compris que Waymaker avait survécu, j'ai paniqué. Je me suis dit que Holston me ferait porter le chapeau. Je voulais me racheter, aider un peu, mais j'en ai trop fait, trop tard. » Ambrose pinça les lèvres. « C'est la justice qui devra trancher si tu es impliqué ou non dans la disparition de Waymaker, mais je suppose que ton témoignage a contribué à faire avancer l'enquête. » Un malaise pesait sur leurs épaules. Puis finalement, Lévi se leva, hocha la tête en guise de remerciement et repartit sans insister. Ambrose le regarda s'éloigner, incertain de ce qu'il ressentait. La trahison n'était pas simple à oublier, mais un chapitre de vie se refermait et il fallait avancer. Les saisons continuèrent de défiler. L'affaire Holston, toujours en cours, alimentait la rubrique des faits divers. Des bribes de révélations surgissaient régulièrement. Trafic d'influence, menaces sur des élus locaux, corruption, etc. Les avocats se battaient pour épargner à Joshua un passage en prison trop long, arguant qu'il s'agissait d'un homicide involontaire. La culpabilité morale restait cependant lourde. Pendant ce temps, Willow Creek Farm gagna en notoriété. On la surnomma la ferme des chiens héros, car les gens savaient que Waymaker y vivait et qu'Ambrose recueillait d'autres chiens ayant servi l'armée, les forces de l'ordre ou même des unités de sauvetage. Le vieux fermier grincheux se découvrit entouré d'une nouvelle communauté qui le soutenait. De temps à autre, on lui proposait de racheter sa terre à bon prix, mais Ambrose refusait. Il avait désormais un but, offrir à ses chiens une fin de vie paisible et poursuivre l'esprit de Commander, son vieil ami K9 tombé en Afghanistan. Au fil des mois, Claire parvint à alléger ses obligations légales.
Elle restait sous le coup d'une surveillance judiciaire, mais démontrait qu'elle menait une vie honnête, consacrée à la réinsertion canine et à l'entraide auprès d'Ambrose. Les relations s'améliorèrent entre eux. Un soir d'hiver, elle confia devant une tasse de chocolat chaud qu'elle voulait poursuivre le travail de son père. Pas dans l'enquête, mais dans le dressage. Ray Lawson avait un véritable don pour comprendre ses chiens. Ça me manque de ne pas avoir pu apprendre plus à ses côtés. Ambrose vit là une opportunité de transmettre sa propre expertise de dresseur militaire. Ils commencèrent alors un programme simple. Dresser quelques chiens à des commandes de base, offrir à d'autres un suivi vétérinaire, assister psychologiquement ceux qui montraient des signes de stress post-traumatique. De nouvelles satisfactions jaillirent de cet engagement. On vit même des responsables de la police locale passer commande pour un chien détecteur à la retraite, converti en mascotte éducative pour les écoles. Les journaux locaux titrèrent « Willow Creek Farm, lieu de seconde chance pour héros canins ». Une année complète s'était presque écoulée lorsque se tint enfin le grand procès de Richard Holston. Durant les audiences, la partie civile produisit des témoignages accablants. Joshua, la voix tremblante, réitéra ses aveux sur la mort de Ray Lawson. Claire confirma les liens familiaux cachés et le chantage subtil exercé par Holston pour maintenir le silence. Les archives électroniques extraites de la médaille de Waymaker furent expertisées et validées comme preuve tangible, portant un coup fatal à la défense. Les procureurs plaidèrent l'avidité et la fraude orchestrée par Holston, la suppression de témoins, le mensonge institutionnalisé. Le verdict tomba comme un coup près. Holston fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont homicide involontaire, complicité et dissimulation, fraude massive à l'assurance, corruption d'officiels et subornation de témoins. Malgré sa fortune, ses avocats ne purent empêcher la condamnation. Joshua s'en sortit avec une peine moindre, assortie d'une liberté conditionnelle longue et d'obligations de dédommagement. Le nom Holston Kennels devint synonyme de scandale. Ses biens furent liquidés, le domaine même mis en vente pour payer les dettes et amendes. Dans la salle d'audience, lorsque le juge annonça les peines, Claire dut s'asseoir, les jambes flageolantes. Elle réalisa que la lutte qu'elle avait menée pendant 5 ans touchait à son terme. Un immense soulagement l'envahit, mêlé d'une tristesse persistante. La mort de son père demeurait irréversible, et cette victoire judiciaire ne lui rendrait pas Ray Lawson. Pourtant, on avait enfin rétabli la vérité, et c'était le principal. Ambrose, présent à ses côtés, posa une main sur son épaule. Waymaker, couché dans la travée, leva les yeux vers eux. Comme s'il percevait l'émotion de Claire, il se leva, vint poser sa tête contre sa jambe, geste silencieux de réconfort. Dans ce moment solennel, la jeune femme se pencha pour enlacer brièvement le chien, murmurant « Ça y est, on y est arrivé. Papa aurait été fier. » Le soir même, de retour à Willow Creek Farm, ils organisèrent un petit repas pour marquer la fin du cauchemar. Lévi était passé, offrant un geste conciliant. Quelques bénévoles du refuge, habitués à la ferme, s'étaient joints à la tablée. Dehors, les grillons chantaient, les lucioles commençaient à illuminer l'herbe, et la lune se reflétait dans le vieux puits. Au grand air, un groupe de chiens courait, profitant de cette liberté méritée. Ambrose, assis sur sa chaise préférée, contempla la scène. Il vit Claire sourire, un éclat dans le regard qui témoignait d'un poids ôté de ses épaules. Il repensa à Sarah, à Commander, à tout ce qu'il avait perdu, et se rendit compte qu'il s'était trouvé un nouveau sens à la vie. Willow Creek Farm n'était plus seulement un héritage familial sur le déclin, mais un refuge où la compassion et la justice avaient triomphé de la corruption et de la solitude. Waymaker, confortablement installé près de la porte, jetait de temps à autre un regard protecteur sur Claire et Ambrose, comme pour s'assurer que tout allait bien. Si l'animal avait pu parler, il aurait peut-être dit combien il était heureux d'avoir accompli la mission confiée, dans un passé désormais lointain par un homme intègre du nom de Ray Lawson. Ambrose, caressant distraitement la tête du chien, murmura « Tu vois, mon vieux, tu ne m'as pas seulement sauvé, tu as sauvé tout un tas de gens d'une certaine manière. » Les mois suivants consolidèrent cette nouvelle vie. La réputation de la ferme grandit. Claire
épaulée par Ambrose, devint officiellement dresseuse certifiée pour chiens de travail à la retraite, aidant certains à se reconvertir en animaux de thérapie ou de compagnie. Quelques historiens locaux vinrent interviewer Ambrose, fascinés par l'histoire de Waymaker, le champion disparu puis réapparu. Une association cynophile offrit même à Waymaker un petit prix honorifique pour service rendu à la vérité. Ambrose, ironique, déclara « C'est le chien le plus décoré que j'ai connu depuis Commander ». Le refuge canin, désormais sous le nom officieux de Willow Creek Sanctuary, reçut des dons de particuliers touchés par le destin de Waymaker. Une vétérinaire du coin proposa son aide bénévole. Le vieux pick-up d'Ambrose tomba enfin en panne, remplacé par un véhicule d'occasion payé grâce aux contributions populaires. Pour la première fois depuis des années, Ambrose cessa de craindre la saisie de sa propriété. Les factures d'hôpital et les dettes se réduisaient lentement, un pas après l'autre. Claire, de son côté, acheva de purger sa peine de service communautaire. Son dossier judiciaire se soldant par une amende finalement légère. Elle ne prétendait plus être la fille de Holston, préférant se souvenir de Ray Lawson comme du seul vrai père qu'elle ait eu. L'important était ailleurs, honorer la mémoire d'un homme qui, par amour pour son chien et sa famille, avait risqué sa vie pour la vérité. Une fin de matinée, alors que l'air était déjà chargé de la lourdeur estivale, Ambrose et Claire travaillaient dans le champ derrière la grange. Ils s'occupaient de quelques vieux bergers malinois, tandis que Waymaker, plus fringant, restait allongé, profitant du soleil. Tout à coup, un pick-up inconnu se gara près de la clôture. Ambrose méfiant alla voir. Les visiteurs se présentèrent comme des policiers municipaux d'un comté voisin, venus déposer un vieux chien qu'ils ne savaient plus où placer. L'animal, un berger hollandais, tremblait, la truffe couverte de cicatrices. L'agent, embarrassé, expliqua qu'il avait servi 11 ans dans la brigade de recherche et que son maître dresseur était décédé récemment. Personne ne voulait reprendre ce chien, trop vieux, trop marqué. Ambrose accepta, ému par ce parallèle avec l'histoire de Waymaker. En voyant la détresse du nouveau venu, Waymaker s'approcha, renifla doucement son congénère. Avec cette sagesse canine acquise dans la souffrance, il lui donna un petit coup de museau comme pour dire « Je comprends, je suis passé par là ». Claire se sentit étrangement remplie d'espoir. Malgré toutes les noirceurs du passé, la ferme continuait d'accueillir ceux qui avaient besoin d'un foyer et d'une seconde chance. Enfin, un après-midi, Claire proposa à Ambrose de sortir les vieux dossiers de dressage de Ray Lawson pour s'en inspirer. Ils s'installèrent sous le chêne majestueux de la propriété. Waymaker se coucha près d'eux, l'oreille dressée comme pour surveiller qu'on ne vienne pas les déranger. Les cahiers contenaient des notes manuscrites sur la détection olfactive, des schémas de signaux manuels, des réflexions plus personnelles sur la complicité homme-chien. Claire tomba sur une page portant un simple conseil. Respectez toujours le passé d'un chien, car il y puise sa loyauté. Aidez-le à transformer ses cicatrices en force, et il vous le rendra au centuple. Larmes aux yeux, elle montra ces quelques mots à Ambrose. Il sourit, compatissant. Cette phrase résumait parfaitement l'histoire de Waymaker et de tous les chiens qui avaient enduré la rudesse du monde humain. On pouvait aisément l'appliquer aussi aux êtres humains, à Claire, à Ambrose ou même à Lévi. Les rayons du soleil déclinant traversaient à présent la frondaison, enveloppant la ferme d'une lumière dorée. Ambrose contempla le décor, les poules picoraient paisiblement. Quelques pensionnaires canins se dispersaient entre l'ombre des arbres et la terrasse en bois. Il se rendit compte que Willow Creek Farm était devenu autre chose qu'un champ de souvenirs douloureux. C'était devenu un endroit plein de promesses, un refuge. Claire referma le carnet et d'une voix douce murmura « Papa aurait aimé voir ça ». Ambrose passa un bras autour de ses épaules dans un geste presque paternel. « Il doit être fier où qu'il soit. Regarde comme Waymaker est heureux. Il nous a fallu tout ce temps pour comprendre la force d'un chien qui n'a jamais abandonné. Et toi non plus ? Tu n'as jamais abandonné. » Waymaker, entendant son nom, remua la queue puis s'étira en soupirant d'aise. Tout en lui respirait le contentement d'avoir, enfin, une maison sûre et aimante. Son dernier regard avant de fermer les paupières semblait dire « Mission accomplie. La vie nous réserve parfois des virages inattendus. » Un soir, un fermier solitaire achète pour $50 un chien usé, blessé, et il se retrouve emporté dans une quête de vérité qui dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. Waymaker, ce berger allemand d'élite, portait en lui la mémoire d'un crime, la clé d'un scandale, mais aussi la possibilité d'une rédemption pour ceux qui savaient encore faire preuve de compassion
et de courage. Au bout du chemin, l'injustice est réparée, les coupables sont démasqués, et Willow Creek Farm ressuscite d'une manière bien plus noble qu'autrefois. Le passé meurtri d'Ambrose rencontre celui d'un chien brisé. Ils se recomposent mutuellement. Claire, cherchant à laver l'honneur de son père, trouve dans cette ferme un espoir nouveau, malgré les drames passés. Au-delà de la violence, de la corruption et de la solitude, c'est l'amour d'un animal et la solidarité humaine qui finissent par triompher. Parce qu'on n'est jamais trop vieux pour s'engager, jamais trop marqué par la vie pour découvrir un nouveau sens à notre histoire. Parce qu'un chien, même abandonné et meurtri, peut receler un secret décisif pour faire éclater la vérité. Et nous apprendre par la même occasion qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à son terme. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes, laissez un j'aime si ce récit vous a plu et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Quel moment de l'histoire vous a le plus marqué? Où avez-vous ressenti le plus d'émotions? Nous serions ravis de connaître votre ressenti. À très bientôt